Dans ce module, nous allons introduire ce qu'est un système temps réel et différentes définitions importantes pour le reste du cours. Alors, si on commence tout de suite, présentons ce qu'est un système embarqué. Assez pertinent dans le cadre d'un cours de système embarqué. Qu'est-ce qu'un système embarqué? D'abord, c'est un système informatique. Donc, il y a une capacité de traitement nécessaire pour que ce soit un système embarqué qui est autonome. Donc, il y a une capacité à prendre des décisions ou agir ou à prendre des mesures seul, sans avoir besoin d'en référer forcément à un autre serveur, qui doit être utilisé pour des tâches précises dans un système plus vaste. Par exemple, contrôler ce système plus vaste-là, que ce soit un micro-ondes, une laveuse, un réacteur nucléaire. Le système est plus vaste, donc le système embarqué n'est pas uniquement le système complet, mais il est utilisé pour les tâches précises dans ce système-là. Et ces tâches-là comportent souvent des contraintes de temps réel, à savoir le réacteur nucléaire, dans la mesure du possible. On aimerait que la décision soit prise de l'arrêter avant qu'il n'explose. Donc, il y a des contraintes de temps réel qui sont souvent impliquées là-dedans. Lorsqu'on parle de tâches précises, c'est pour différencier avec un système informatique générique ou plutôt d'usage général, par exemple un ordinateur, à savoir vous pouvez lui faire un peu n'importe quoi. Il est conçu pour s'adapter, pour pouvoir être facilement utiliser de nouveaux programmes, contrairement à un système embarqué qui est généralement assez spécifique. Donc dans votre micro-ondes, en général, la seule chose que va faire ce système-là sur la durée de sa vie va être de contrôler le micro-ondes. Vous ne pourrez pas vraiment installer un jeu vidéo là-dessus, par exemple. Donc, c'est un système qui est vraiment conçu spécifiquement pour les tâches qu'il doit remplir et non pas de manière générique à essayer d'être capable de faire un peu tout et n'importe quoi. Et les systèmes embarqués, bien évidemment, on pourrait croire que c'est assez spécifique à des éléments d'ingénierie. Justement, je parlais de réacteurs nucléaires, des choses comme ça. Mais en fait, c'est omniprésent. Donc, si vous avez une automobile, l'automobile est presque un ensemble de systèmes embarqués maintenant. C'est d'ailleurs le désespoir maintenant des garagistes ou des gens qui veulent réparer eux-mêmes leur automobile. La plupart du temps, ça prend des petits lecteurs pour être capable de diagnostiquer ce qui se passe parce que c'est le système embarqué qui va vous dire ce qui se passe dans l'automobile et qui va décider si l'automobile peut démarrer ou ne pas démarrer. Donc, même si mécaniquement tout est beau, si le système embarqué décide qu'il y a un problème, votre auto ne bougera pas. Évidemment, dans l'avionique, dans l'aérospatial, ce sont des choses où est-ce qu'il y a énormément de systèmes pour apporter une assistance aux humains là-dessus. Mais plus proche de nous, on pense aussi à tous les électroménagers. À peu près tout ce qu'on a maintenant contient des puces électroniques, donc capables de traitement. L'électronique domestique, donc les téléviseurs, maintenant on parle même de téléviseurs intelligents, c'est presque des ordinateurs. Tous les éléments de réseautique, donc les modems, les routeurs qu'on a, ce sont aussi des systèmes embarqués. Et finalement, la dernière catégorie, je l'ai laissée parce que c'est vrai dans un sens global, mais ça devient de plus en plus des systèmes génériques, à savoir les téléphones intelligents. Maintenant, les téléphones intelligents, toutefois, sont tellement capables de faire à peu près n'importe quoi que je les classifierais presque comme un système d'usage général. Mais certains disent encore, ils ont quand même encore une fonctionnalité qui est techniquement de téléphoner ou de prendre des photos. Et donc, on les classe comme système embarqué. La grande majorité, en fait, des microprocesseurs sont fabriqués comme composants de système embarqué. Évidemment, ils coûtent moins cher souvent que les processeurs haut de gamme qu'on peut acheter pour nos ordinateurs, mais la grande majorité des puces sont fabriquées comme des composantes destinées à des systèmes embarqués. On l'a vu en particulier, une des raisons de la pénurie d'automobiles suite à l'épidémie de COVID-19 fut en fait le manque de puces électroniques. Tout simplement, ils avaient beaucoup réduit leurs commandes et lorsqu'ils ont voulu augmenter le nombre de commandes de ces différentes puces électroniques-là, les chaînes de production étaient déjà pleines et donc ça bloquait complètement la chaîne de production des automobiles, même si au final, tout le matériel était là, tout ce qui manquait, c'était des petites puces pour le contrôler. Et une chose qui est personnellement mon dada, qui est quelque chose que j'aime beaucoup, donc les objets interconnectés qui font en sorte que le nombre et la quantité et la diversité du système embarqué augmentent encore plus. C'est ce qu'on appelle l'Internet of Things, l'Internet des objets, à savoir que tout devient de plus en plus connecté. En bien ou en mal, il y a de plus en plus de choses qui sont possibles de connecter à Internet, qui renvoient des données qui peuvent être utilisées par exemple avec de l'IA, simplement aussi pour des fins de statistiques, des choses comme ça. Lorsqu'on parle de maisons, villes intelligentes, des choses comme des systèmes de transport intelligents, ce sont des choses qui nécessitent énormément de systèmes embarqués pour récupérer les données permettant de les rendre intelligents. Et ainsi que des capteurs personnels, maintenant des montres intelligentes, des choses comme ça, il y en a de plus en plus disponibles et à faible coût. Donc c'est vraiment un domaine en plein essor où les systèmes embarqués, évidemment, jouent un large rôle.
Et quelques exemples qu'on peut avoir. On peut commencer par des exemples historiques. Donc, parmi les premiers systèmes embarqués au sens informatique du terme, on a les modules de commande des engins spatiaux. En particulier, les modules de commande de l'engin Apollo, ceux qui se sont posés sur la Lune. C'était pas le premier tout à fait, mais dans les premiers à être informatisé, à savoir avoir un ordinateur qui contrôlerait des choses, contrairement au vaisseau d'avant qui était plutôt électromécanique, à savoir que c'était des... oui, il y avait une certaine capacité de traitement, mais qui n'était pas générique, finalement, là-dessus. Et les systèmes Apollo étaient dans les premiers à avoir réellement un ordinateur pouvant être programmé, pouvant changer de programme. On l'a vu d'ailleurs dans certaines catastrophes qui sont produites avec ce programme-là, comme Apollo 13, et qui était capable de prendre en charge beaucoup de fonctions de vol, en temps réel évidemment. C'est le genre de choses où est-ce qu'on ne peut pas vraiment se permettre d'attendre que l'ordinateur termine son calcul si ça ne tente pas de donner un résultat. On le dit, maintenant les automobiles sont devenus un ensemble de fonctions qui sont à peu près toutes gérées par des systèmes embarqués. Donc, hormis si vous avez vraiment des automobiles très vieilles, la plupart des choses que vous faites, que ce soit la transmission ou les pédales, quoique le frein, en fait, lui, est lié directement, mais la plupart des choses que vous faites sont en fait transmises à un ordinateur qui, lui, décide de traduire ça en certaines commandes au moteur, au tableau de bord, des choses comme ça. Donc, il y en a de plus en plus. Il y a même des choses un peu plus avancées quand on pense maintenant les détecteurs d'angle mort, les caméras de recul, ben, ça reste des systèmes embarqués qui doivent être contrôlés par un ordinateur et c'est rendu extrêmement standard. L'ABS, donc les freins anti-blocage, au départ pouvaient être mécaniques, mais maintenant sont aussi contrôlés par un ordinateur qui s'assure que les roues ne bloquent pas lorsque vous freinez sur une surface glissante. Donc, on ne va pas faire la liste de tout ce qu'il y a là, mais en gros, maintenant, il y a quasiment plus de travail informatique que mécanique dans une automobile parce que c'est l'ordinateur qui contrôle tout, qui s'assure d'optimiser tout au maximum. Dans les avions, ben, ça, on le dit, on est passé dans les premiers avions de contrôle mécanique, à savoir lorsque le pilote tire ou pousse sur le manche à balai, ben littéralement, il y a un lien mécanique, un fil ou une poulie entre le manche à balai et les ailerons, par exemple. Peut-être avec une assistance mécanique, mais quand même un lien direct à des contrôles électroniques. À savoir, techniquement, le manche à balai dans les Airbus, par exemple, ne change rien sur les surfaces de contrôle de l'avion, mais est transmis à un ou des ordinateurs qui vont déterminer quel ordre donner à l'avion. Et ça permet par exemple à l'ordinateur de stabiliser l'avion si le pilote est en train de faire une erreur, s'il y a eu des choses qui ne devraient pas s'être produites. Donc ça, c'est le genre de système embarqué auquel on pense beaucoup. On se dit, ah oui, des choses compliquées, mais là, moi, je veux pas forcément concevoir un satellite. Ça sert à quoi d'être dans le cours de système embarqué? On va pas tous aller concevoir des avions et des satellites. Ben, comme je l'ai dit, il y a beaucoup plus de systèmes embarqués autour de nous qu'on pense. Et pour vous démontrer ça, j'ai fait un petit tour de ma maison et j'ai ramassé des systèmes embarqués que je trouvais. Donc j'ai fait à peu près 5 minutes et j'ai ressorti des systèmes embarqués que je pouvais trouver. Donc on peut par exemple penser à un thermomètre de cuisine. Un thermomètre de cuisine maintenant, oui, il y en a encore des mécaniques, mais si on a un affichage digital capable de convertir en Celsius en Fahrenheit, ben c'est très probablement qu'il y a une puce qui est capable de le faire et donc un système embarqué. Une balance de cuisine, des écouteurs Bluetooth qui ont une petite puce capable de communiquer en Bluetooth pour recevoir l'audio et le retransmettre. Une montre. C'est un système embarqué très simple, mais cette montre-là, ben, il y a un petit processeur à l'intérieur capable de faire des traitements simples, par exemple des chronomètres, des choses comme ça. Un moniteur pour bébé. Les thermostats intelligents, quoique ce thermostat-là, si vous regardez le fil, il est un peu moins intelligent parce qu'il s'est mis à brûler dans mon mur, mais ça reste que ces thermostats-là sont souvent maintenant connectés par Wi-Fi, peuvent donc être contrôlés à distance. C'est aussi un système embarqué. Et même des jouets pour enfants. Donc, par exemple, si vous regardez ce magnifique livre qui est adoré de mon fils, hélas, parce que c'est pas vraiment des très beaux livres. C'est un livre sur les animaux de la savane, puis il y a un éléphant, ça c'est pour appâter les parents. Mais après ça, on dirait qu'ils se sont dit, ça ne nous tente pas de mettre des animaux standards. Donc, on va mettre un gnou. Hein, ça fait des beaux bruits. Et on va mettre un vautour. Et on va mettre un chacal et un scarabée bousier si vous regardez. Donc, c'est le genre d'affaires. Faites attention lorsque vous achetez des livres pour enfants. Ne regardez pas ce qu'il y a sur la couverture. Mais bref, ces petits livres-là qui, lorsqu'on appuie dessus, créent des sons. Et même ici, on peut avoir une jolie musique qui est extrêmement tannante lorsque c'est la 152e fois de la journée que vous l'entendez. Est-ce que je peux l'arrêter? Qui a heureusement un bouton off. Ben, c'est un système embarqué. Très simple. Très limité dans ce qu'il peut faire, mais ça reste un système embarqué et on va même le voir avec certaines contraintes temps réel. Donc c'est quelque chose qui à un certain point a dû être programmé de manière encore une fois très simple, mais qui est quand même un système embarqué.
Si vous regardez vos électroménagers, donc la laveuse qui est en dessous, moi j'ai été fasciné lorsque j'ai réalisé que ma laveuse pouvait en fait se connecter au Wi-Fi et télécharger de nouveaux programmes de lavage. Donc je ne sais pas pourquoi j'aurais besoin de nouveaux programmes de lavage, mais en tout cas je peux le faire si je veux. La plupart de ces électroménagers-là contiennent maintenant des puces qui gèrent tout le fonctionnement de l'appareil et qui peuvent aider au diagnostic s'il y a un problème. Donc, vous faites simplement coller votre téléphone dessus et l'appareil peut donner certaines informations de diagnostic. Tout ça pour dire que non, les systèmes embarqués, ce n'est pas seulement limité vraiment aux autos, aux avions, aux véhicules spatiaux, à Voyager, des choses comme ça. Non, il y en a en fait énormément de développement qui se fait pour des choses très banales, mais qui sont aussi très utilisées. Donc, si vous allez en industrie du côté un peu plus matériel, plutôt que logiciel, il y a de bonnes chances que vous ayez à concevoir de tels systèmes embarqués. Et donc, un petit historique, les premiers systèmes embarqués, évidemment, sont apparus pour des applications militaires. C'est souvent ce qui arrive lorsque une nouvelle technologie apparaît. Ils sont apparus avec les premiers ordinateurs qui pouvaient être un peu miniaturisés. Donc, par exemple, des systèmes de guidage de missiles. On l'a dit, le système de guidage de la capsule Apollo, donc avec l'ordinateur de bord qui était capable de réaliser plusieurs tâches à la place des astronautes. Et ces systèmes-là ont fortement contribué au développement de circuits intégrés qui ont permis de miniaturiser leur taille et donc de les rendre plus accessibles pour des applications plus modernes. Dans les années 70, sont apparus les premiers microprocesseurs, donc des puces ayant des capacités de traitement raisonnables pour être capables justement de faire ces contrôles-là, d'être programmés. Et des microcontrôleurs qui combinent donc non seulement le microprocesseur, mais aussi la mémoire et différentes capacités d'entrée-sortie. Si vous avez suivi le cours de SMI, vous savez ce dont je parle. Maintenant, c'est rendu le nombre de microcontrôleurs disponibles sur le marché est très très élevé. Mais c'est ça qui a permis aussi de dire, au lieu d'avoir uniquement des circuits électriques, voire mécaniques, on pourrait programmer le contrôle qu'on veut directement dans un processeur, ce qui nous permet facilement de le changer, ce qui nous permet facilement de, s'il y a un problème à m'amener de vieillissement, que le processeur peut même s'adapter, ce qui n'est généralement pas le cas au niveau électrique. Dans les années 80-90, là, on s'est plus concentré à dire, c'est bien des systèmes embarqués comme ça, mais peut-être qu'on pourrait se donner des outils pour faciliter leur développement. Et en particulier, on a commencé à développer des systèmes d'exploitation destinés aux systèmes embarqués. QNX est un des premiers, qui était au départ un projet universitaire, mais qui a été ensuite commercialisé, qui est un système d'exploitation temps réel. On va voir qu'est-ce que ça signifie au niveau temps réel, mais qui est utilisé par énormément d'applications. Encore une fois, je ne me rappelle plus exactement des marques, mais il y a beaucoup de marques d'automobiles qui utilisent ce système-là à l'interne. Donc, c'est pas ça que vous voyez lorsque vous démarrez votre auto, mais au final, ce qui contrôle toutes les fonctions temps réel de votre automobile, c'est probablement, ou en tout cas souvent, QNX, qui a été racheté par BlackBerry et qui est encore propriété de BlackBerry et qui, malgré la déroute totale de BlackBerry, le système lui-même fonctionne bien, donc est encore mis à jour. Il y a d'autres systèmes qui ont été inventés, VxWorks par exemple, mais celui dont je veux vous parler plus principalement, c'est Linux. Et Linux est vraiment un système, je dirais Frankenstein au sens où il s'adapte un peu à tout. Donc Linux en soi n'est pas un système qui avait été conçu pour l'embarquer, mais on va voir qu'on peut quand même l'adapter assez bien à ça. Donc, dans le prochain module, nous verrons un peu plus de notions de système de temps réel, à savoir quelques définitions qui vont nous permettre de déterminer comment est-ce qu'on peut caractériser ou comment est-ce qu'on peut concevoir un système de temps réel tout en respectant certaines contraintes.